Le matin du 23 octobre 1942, un pilote de reconnaissance, allemand, survola à basse altitude le désert, au sud d'El Alamein, comptant les véhicules britanniques dissimulés en préparation de l'offensive de Montgomery. Son rapport déposé à 08h47 faisait état d'environ 600 camions et véhicules de ravitaillement dans le secteur sud, exactement là où les Britanniques voulaient qu'il regarde. Ce qu'il ne vit pas, c'étaient les 1200 chars et canons automoteurs, positionnés dans le secteur nord, chacun dissimulé sous des couches de filets de jute, de cadres en grillage, à poules et de toiles couvertes de sable, donnant à 150 mètres d'altitude l'apparence de simples camions de 3 tonnes. La tromperie fonctionna. Quand le barrage d'artillerie s'ouvrit à 21h40 ce soir-là, la Panzerarmee Afrika fut surprise face au mauvais secteur. Ses réserves furent envoyées défendre une offensive blindée qui n'existait pas, tandis que le véritable assaut venait d'une zone qu'ils avaient considérée comme un simple dépôt logistique. Ce n'était pas de la technologie sophistiquée. Les soldats britanniques couvraient des chars Churchill, valant des millions de livres, avec du grillage à poules acheté à des marchands égyptiens, les enduisaient d'un mélange de sable d'essence et de tout adhésif qu'ils pouvaient trouver, puis recouvraient l'ensemble de filets, qui auraient semblé plus à leur place sur un chalutier de Grimsby. Les forces allemandes, elles utilisaient des systèmes de camouflage fabriqués en usine, conçus par des ingénieurs aéronautiques, testés scientifiquement dans des conditions contrôlées et produits selon des normes strictes. Pourtant, tout au long de la campagne d'Afrique du Nord, de l'opération Crusader en novembre 1941, jusqu'à la chute de Tunis en mai 1943, ce furent les improvisations britanniques qui trompèrent sans cesse la reconnaissance aérienne de l'Axe, tandis que les systèmes allemands, pourtant supérieurs sur le papier, échouaient souvent dans les conditions désertiques. Le paradoxe était total des matériaux agricoles, et le savoir-faire de simples soldats vainquait la précision industrielle et la rigueur scientifique. Mais il ne s'agissait pas d'une victoire de l'amateurisme sur le professionnalisme. C'était le triomphe d'une philosophie de conception adaptée au chaos sur des systèmes conçus pour le contrôle. Et la différence entre ces deux approches résidait dans la compréhension de ce que le désert fait réellement au matériel et de ce que voit vraiment la reconnaissance aérienne. La pensée militaire standard de 40 privilégiait des systèmes de camouflage testés en laboratoire. L'approche allemande, affinée pendant la guerre d'Espagne et la campagne de Pologne, reposait sur des bâches imprimées, selon des motifs précis, chaque type de véhicule recevant son propre filet de camouflage, produit industriellement, pour un théâtre d'opération particulier. Pour l'Afrique du Nord, cela signifiait des motifs géométriques, ocres et bruns, calculés scientifiquement pour casser les contours des véhicules. Vu depuis les altitudes de reconnaissance standard entre 800 et 1200 mètres, le système fonctionnait à merveille sur les terrains d'essai bavarois. Les Italiens employaient des couvertures semblables, conçues par des artistes ayant étudié les couleurs du désert libyen durant les campagnes de pacification des années 1930. La doctrine britannique suivit d'abord la même voie. Le manuel du War Office AFV Training, volume 2, 1939, spécifiait que les filets de camouflage devaient être fabriqués selon des modèles approuvés et distribués par les canaux logistiques officiels, appliqués suivant des instructions précises, afin d'assurer une apparence uniforme entre les unités. En théorie, c'était élégant. La standardisation garantissait le contrôle de qualité. La production en usine assurait l'approvisionnement et les motifs homologués promettaient l'efficacité. Les critiques de l'improvisation affirmaient que des soldats non formés
risqueraient de créer des zones détectables par application irrégulière que les matériaux agricoles manqueraient de durabilité et que tout cela dégénérerait en désordre. Ils avaient raison, sur un point, la camouflage de campagne britannique dans le désert occidental était incohérent. Les techniques variaient d'une unité à l'autre, parfois même entre deux véhicules du même escadron, voire entre les deux côtés du même camion. Mais ce que les critiques n'avaient pas prévu, c'est que cette incohérence même se révélerait bien plus efficace que la précision uniforme qu'ils valorisaient tant. Le secret résidait dans la compréhension simultanée de la psychologie de la reconnaissance aérienne et des conditions environnementales du désert, deux facteurs impossibles à reproduire en laboratoire. Lorsqu'un pilote de reconnaissance ou un interprète photo examine un paysage désertique à grande échelle, le cerveau humain ne recherche pas des correspondances exactes de couleurs, mais des motifs, des régularités des formes géométriques indiquant une présence humaine. Un filet de camouflage parfaitement uniforme, même s'il est assorti à la couleur du sable, crée une texture trop régulière, perçue comme artificielle, face à la complexité fractale, chaotique du terrain naturel. Le camouflage de terrain britannique exploitait cette réalité cognitive par une forme de hasard contrôlé. Le système de base né d'expérimentations désespérées pendant l'opération Crusader novembre-décembre 1941 fonctionnait ainsi. Première étape, construire une armature à partir de tout matériau rigide disponible. Le grillage à poules était idéal. Son motif hexagonal disparaissait une fois enduit, tout en offrant une bonne solidité. Mais les unités utilisaient aussi du treillis métallique, expansé des maillons de chenilles de rechange, ou encore des cadres en bois recouverts de toiles de jute hessian. Deuxième étape, tendre cette armature au-dessus du véhicule pour en modifier la silhouette. Un char Crusader de 27 tonnes, long de 16 mètres, pouvait être transformé en camion de 3 tonnes, 4 et 5 mètres de long, en construisant un cadre de grillage à poules qui redressait le glacis avant incliné et ajoutait une fausse cabine verticale. Troisième étape cruciale, recouvrir le tout d'une pâte faite de sable local, d'huile de moteur usagée ou d'essence et de n'importe quel liant trouvé sur place, colle artisanale, farine ou même du sang de bétail, abattu pour compléter les rations. Cette pâte remplissait plusieurs fonctions qu'aucune couverture produite en usine ne pouvait égaler. Préparée fraîche pour chaque position, elle correspondait exactement à la couleur du sable local, une nécessité car le sable du désert libyen variait du crème clair près de la côte au brun rougeâtre à 30 km à l'intérieur des terres jusqu'au gris brun des zones rocheuses du Djebel. La présence d'huile ou d'essence la rendait légèrement réfléchissante lorsqu'elle était fraîche, imitant parfaitement le sable humide du matin, moment typique des vols de reconnaissance. En séchant au fil des heures ou des jours, elle changeait de teinte exactement comme le terrain environnant, plus foncé, humide, plus clair, sèche. Aucune usine ne pouvait reproduire cette adaptation automatique à l'environnement. Mais le plus important, c'est que cette pâte créait une texture tridimensionnelle, réelle. Les filets d'usine en tissu reposaient lisses sur la surface. Vue d'en haut, surtout sous la lumière plate du midi, cette uniformité semblait artificielle. Le revêtement de sable appliqué à la main, avec des pelles des brosses, ou simplement projeté et étalé, produisait une surface irrégulière, pleine de petites épaisseurs variées de grumeaux et d'aspérités organiques. Photographié depuis une altitude de reconnaissance, cet effet de texture captait la lumière et l'ombre en motifs indiscernables du relief pierreux du désert. La différence décisive résidait toutefois
dans la manière dont ces systèmes se dégradaient. Les filets allemands, étant des tissus manufacturés, s'usaient uniformément. Après 3 semaines dans le désert, avec des températures diurnes dépassant 45 degrés et des tempêtes de sable capables de décaper la peinture, les motifs imprimés s'estompaient de façon régulière, produisant une teinte uniforme plus claire, totalement étrangère à la nature mais géométriquement parfaite et donc suspecte. Le camouflage au sable britannique, lui, se dégradait de manière chaotique. Des sections s'écaillaient, du nouveau sable s'y collait. Le vent sculptait des motifs aléatoires. L'ensemble finissait par ressembler à du matériel oublié depuis des mois. Pour un observateur aérien, cela ne ressemblait pas à un équipement ennemi dissimulé, mais à des débris abandonnés sans intérêt militaire. La réalité du combat démontra cette supériorité de manière spectaculaire pendant l'opération Bertram, le plan de tromperie, précédant la seconde bataille d'El Alamein. Entre le 26 septembre et le 23 octobre 1942, le Begsasis Corps mena la plus vaste opération de camouflage de l'histoire, transformant tout le secteur nord, tout en créant de fausses formations fantômes au sud. L'élément clé, les Sun Shields. Un Sun Shield était un cadre en grillage et toile de jute mesurant environ 6 mètres de long, 2,7 mètres de large et 2,1 mètres de haut, conçu pour recouvrir un char Grant ou Sherman et le faire paraître vu du ciel comme un simple camion de 3 tonnes. Chaque structure coûtait environ 3 $ de matériaux. Grillage à 2 shillings le yard, toile de jute à 6 pence le yard, lattes de bois récupérées sur des caisses d'emballage. Un équipage de 4 hommes mettait environ 6 heures à en construire une. À titre de comparaison, les filets de camouflage allemands pour un Panzer IV coûtaient 180 Reichsmarks, 15 Felice, et exigeaient une production en usine. Le lieutenant-colonel Charles Richardson, planificateur, en chef de la tromperie, pour Montgomery, écrira plus tard: « Le génie du Sun Shield ne résidait pas dans sa sophistication, mais dans sa banalité absolue. » Les interprètes photos allemands avaient vu des milliers de camions britanniques de 3 tonnes. Ils s'attendaient à en trouver dans les zones avancées, là où la logistique se concentre. Un Sun Shield n'avait donc pas besoin d'être un déguisement parfait. Il devait simplement être assez banal pour qu'un interprète examinant des centaines de clichés sous la pression du temps le classe comme véhicule de ravitaillement et passe à la suite. Les chiffres confirmèrent l'efficacité du concept. Entre le 1er et le 21 octobre, les preneurs et 10e division blindée britanniques, soit 476 chars au total, furent déplacés des positions de réserve arrière vers les zones de rassemblement du secteur nord. Chaque char roulait de nuit, se garait dans un emplacement préparé et à l'aube était recouvert de son Sun Shield, soigneusement enduit de pâte de sable pour se fondre dans le terrain environnant. Simultanément, dans le secteur sud, on disposait de faux chars, des cadres en bois recouverts de toiles de jute et de toiles peintes coûtant moins d'1 livre sterling chacun pour simuler des formations blindées. Ces leurres recevaient un camouflage minimal, car ils étaient destinés à être repérés. Leur véritable rôle était de détourner l'attention. La tromperie réelle se jouait au nord. La reconnaissance aérienne de la Luftwaffe effectua 32 sorties au-dessus des lignes britanniques entre le 1er et le 22 octobre. Les analystes photos signalèrent une forte accumulation de ravitaillement dans le nord et une concentration de blindés au sud du Ruwaysat Ridge, exactement à l'inverse de la réalité. Lors de son interrogatoire après sa capture, le 4 novembre, Hauptmann Wilhelm Müller, officier du renseignement de la 21e division blindée, déclara « Nous savions que les Britanniques allaient attaquer. Nous savions qu'ils masseraient leurs chars
pour percer. Notre reconnaissance aérienne était excellente. Nous avions des clichés clairs de tout leur front. Nous avons donc placé nos réserves pour contrer une attaque blindée venant du sud. Quand le barrage a commencé dans le nord, nous avons cru à une diversion. Pendant 6 heures, nous avons cru à une diversion. Ce retard de 6 heures a engagé les réserves, parce que les commandants allemands ne pouvaient pas croire que l'attaque principale venait du nord, contrairement à ce que montraient leurs photos, contribua directement à l'effondrement de l'axe. La 15e Panzerdivision, positionnée pour contrer le Phantom Thrust du sud, mit 11 heures à se redéployer vers le nord dans la nuit du 23 au 24 octobre, arrivant, épuisée et par petits groupes. À ce moment-là, la 9e Division australienne avait déjà sécurisé les pôles nord de la percée, et les blindés britanniques exploitaient au-delà des champs de mines. Ce n'était pas un hasard. La doctrine britannique du camouflage révisée, après les leçons douloureuses de 1941, rejetait explicitement l'obsession allemande pour la standardisation. Le major Jeffrey Barkus, commandant de l'unité de camouflage du Moyen-Orient depuis mars 1941, était décorateur de plateaux de cinéma dans le civil. Dans un mémo daté de septembre 1941, adressé au QG du Moyen-Orient, il écrivait « Le camouflage produit en usine suppose des conditions contrôlées et des angles d'observation standardisés. Un champ de bataille n'est pas un plateau de tournage. La lumière change d'heure en heure. La couleur du sable varie de mile en mile. L'ennemi photographie à différentes altitudes, sous divers angles, à différents moments de la journée. Tout système de camouflage qui paraît identique à l'aube et au crépuscule, à 150 mètres comme à 400 mètres sous le soleil, comme sous les nuages, est un système qui essaie de correspondre à une moyenne. Et les moyennes n'existent pas dans la nature. La solution de Barkus fut de créer de petites unités de camouflage au niveau divisionnaire, un officier et une trentaine d'hommes, souvent issus du théâtre ou des écoles d'art, dont le rôle n'était pas d'appliquer le camouflage, mais d'enseigner aux soldats à le faire eux-mêmes. Leur programme portait sur les principes, non sur des motifs fixes, comprendre ce que recherche la reconnaissance et, ennemi, adapter son camouflage au terrain. Local utiliser des matériaux qui vieillissent naturellement et le rendre ennuyeux plutôt qu'invisible. L'instruction comprenait des exercices pratiques où les soldats camouflaient des véhicules, puis étudiaient les photographies aériennes prises par avions légers pour observer ce que la reconnaissance pouvait réellement distinguer. Le contraste avec la méthode allemande était saisissant. La formation en reconnaissance de la Luftwaffe insistait sur l'identification des silhouettes précises des véhicules d'après leurs formes et ombres caractéristiques. Le char Crusader projetait une ombre triangulaire distinctive en raison de sa tourelle basse. Le Grant, avec son canon de 75 mm monté dans la caisse, créait une proéminence reconnaissable. Et les camions britanniques de ravitaillement étaient réputés se garer selon des formations régulières. Le camouflage britannique visait spécifiquement ces schémas de reconnaissance allemands. Les Sun Shields éliminaient les ombres caractéristiques en modifiant la forme apparente du véhicule. La pâte de sable comblait l'emplacement latéral du canon du Grant, rendant la silhouette méconnaissable. Les unités recevaient même l'ordre de garer les véhicules de ravitaillement de manière aléatoire, et non en rangées impeccables, car les interprètes allemands associaient un espacement régulier à une activité opérationnelle, tandis qu'un stationnement irrégulier évoquait du matériel abandonné. Ce qui rendait tout cela efficace, ce n'était aucun détail isolé, mais la compréhension que le camouflage agit sur plusieurs niveaux simultanément. Au niveau macro, il s'agit d'imiter les motifs du terrain et de briser les formes régulières.
au niveau micro de créer une texture et une patine, évoquant la dégradation naturelle. Au niveau cognitif, d'exploiter les attentes des analystes photos, ce qu'ils cherchent à voir et ce qu'ils écartent comme insignifiant. Les systèmes produits en usine pouvaient être optimisés pour un seul de ces niveaux, mais jamais pour les trois à la fois. L'improvisation de terrain, précisément parce qu'elle était inconstante et se détériorait de façon imprévisible, réussissait sur les trois plans sans même le vouloir. Le choix des matériaux révélait une véritable sagesse d'ingénierie adaptée aux conditions désertiques. Le grillage à poules ou hexagonal wire netting en fil d'acier galvanisé de calibre 20, avec mailles de 25 mm possédait plusieurs propriétés qui en faisaient le matériau idéal pour les structures de camouflage. 1. Rigidité structurelle. Sa géométrie hexagonale lui permettait de conserver sa forme, même enduit de pâte humide, contrairement aux mailles rectangulaires qui avaient tendance à s'affaisser. 2. Durabilité, le revêtement galvanisé résistait à la corrosion, malgré l'exposition constante au sable, à la chaleur et à l'humidité. 3. Discrétion. Une fois enduit, le motif métallique disparaissait totalement, ne laissant visible que la texture du sable. Mais la propriété la plus cruciale était thermique. Contrairement au tissu ou au bois, la maille métallique laissait circuler l'air tout en gardant sa forme. Sous le soleil du désert, les températures dépassaient souvent 43 degrés en 10 degrés. Une couverture de camouflage, pleine en toile, créait une chambre chaude infernale, rendant l'intérieur inhabitable et endommageait le matériel. Les filets allemands, tissés serrés, provoquaient exactement ce problème. Les équipages devaient souvent les retirer en journée, car la chaleur en dessous devenait insupportable. Les structures britanniques, faites de grillages, à poules, enduits de pâte de sable poreuse et cassante, permettaient au contraire une ventilation suffisante pour que les véhicules restent camouflés en permanence. Ce n'était pas un avantage anodin, enlever et remettre les filets chaque jour, signifiait qu'ils étaient découverts à l'aube et au crépuscule précisément, lorsque la reconnaissance aérienne opérait, profitant des ombres allongées et d'une lumière idéale. La formule de la pâte de sable évolua par tâtonnement. Les premières tentatives avec du sable pur et de l'eau donnaient une croûte fragile s'effritant en quelques jours. L'ajout de produits pétroliers, huile moteur usagée ou essence apporta adhérence et résistance à l'eau. Vers mi-1942, la recette standard était d'environ 5 parts de sable 2 d'eau et 1 d'huile, bien que les unités ajustent les proportions selon le sable local et les matériaux disponibles. Certaines formations ajoutèrent de la poussière de ciment, créant une surface d'une résistance exceptionnelle. Les ateliers de la 7e division blindée expérimentèrent même l'ajout de fibres de toile de jute, permettant de modeler la pâte en forme tridimensionnelle, fausses, roches, équipements, fictifs, reliefs, simulés. Sur le plan logistique, tout cela restait d'une simplicité remarquable. Le sable, évidemment, était illimité. L'huile provenait des vidanges de routine. Une compagnie de chars environ 52 véhicules produisait près de 900 litres d'huile usagée par mois, largement suffisant pour la pâte de camouflage. L'eau était souvent le facteur limitant, mais la pâte en nécessitait beaucoup moins que d'autres méthodes, par exemple nettoyer les véhicules avant de les repeindre. Le grillage et la toile de jute étaient achetés localement à des marchands égyptiens ou libyens payés sur les fonds régimentaires, ou simplement récupérés. Quand le commerce ne suffisait plus, les unités récupérèrent les matériaux sur des positions italiennes, abandonnées, ou cannibalisaient du matériel endommagé. Cette autonomie d'approvisionnement
permettait d'entretenir le camouflage sans dépendre de la chaîne logistique officielle. Un régiment de chars, en préparation d'offensive, recevait ses munitions carburant ration-pièces détachées et haut par des voies d'approvisionnement déjà saturées. Le matériel de camouflage lui venait de sources parallèles, payées en liquide ou obtenues par troc. En pratique, cela signifiait que l'entretien du camouflage ne faisait jamais concurrence aux priorités opérationnelles. Il se faisait en parallèle, en utilisant des matériaux recyclés, pendant les périodes d'inactivité inévitables entre deux missions. Les forces allemandes s'attendaient à trouver des systèmes militaires professionnels, appliqués selon une doctrine rigoureuse. À la place, elles se retrouvèrent face à une mise en scène, à l'échelle d'un théâtre exécuté par des soldats, ayant appris par essai et erreur. La différence se manifesta de façons inattendues. Lorsque l'Africa Corps capturait des positions britanniques, il découvrait généralement du matériel de camouflage stocké directement dans les unités rouleaux de grillage, à poules-sac, de mélange de sable, prêtes à l'emploi, toiles de jute de rechange, signe que l'entretien était continu et localement géré. À l'inverse, quand les forces britanniques reprenaient des positions allemandes, elles trouvaient les filets de camouflage stockés de manière centralisée au niveau de la brigade ou de la division, preuve qu'ils étaient distribués pour des opérations spécifiques, puis retournés à l'intendance pour inspection et réparation. Cette décentralisation britannique eut des effets profonds sur l'innovation. Les soldats, en expérimentant avec les matériaux disponibles localement, découvrirent des techniques qu'aucune doctrine officielle n'aurait jamais approuvées. Le 2e Royal Gloucestershire Regiment constata qu'en mélangeant la pâte de sable avec de la farine et de la graisse animale, on obtenait un revêtement flexible plutôt que cassant, capable de résister aux variations thermiques du désert. Les ateliers de la 4e division indienne mirent au point une méthode de mise en forme à chaud du grillage, à poules, sur des moules en bois créant des cadres réutilisables reproduisant la silhouette de véhicules précis. La 51e division Highland découvrit qu'en enduisant la toile de jute de pâte, puis en la froissant humide et en la laissant sécher, on obtenait une texture imitant parfaitement la végétation clairsemée du désert. Ces innovations se diffusèrent latéralement par des réseaux informels, soldats, échangeant des astuces dans les cantines ateliers, partageant leurs procédés unités, imitant ce qu'elles voyaient fonctionner ailleurs. Dès 1942, de véritables chaînes d'approvisionnement parallèles existaient des marchands égyptiens au Caire, spécialisés dans la fourniture de grillage à poules aux unités britanniques, des ateliers à Alexandrie produisant des cadres de Sunshield préfabriqués selon des dimensions standardisées, et même des soldats entreprenants ayant monté de petites affaires pour fabriquer de la pâte de sable en vrac et la vendre aux unités en première ligne. Le contraste culturel était frappant. La culture militaire allemande reposait sur la confiance dans les procédures officielles et le respect des systèmes hiérarchiques. La culture britannique, du moins dans la guerre du désert, avait évolué vers l'idée que les systèmes officiels étaient structurellement insuffisants et que la survie dépendait de l'improvisation. Cela ne se limitait pas au camouflage, les unités modifiaient leurs véhicules, fabriquaient des pièces de rechange non officielles et développaient des tactiques hors doctrine. Le camouflage n'était qu'un domaine supplémentaire où l'ingéniosité des soldats compensait les lacunes de l'institution. Ce qui est remarquable, c'est le temps qu'il fallut au renseignement allemand pour comprendre ce qui se passait. Même après la bataille d'El Alamein, les rapports post-action allemands attribuaient la tromperie à une supériorité britannique en matière de sécurité du renseignement et de discipline radio, sans reconnaître l'efficacité réelle du camouflage visuel.
Les rapports d'analyse capturés en novembre 1942 décrivaient le camouflage britannique comme « grossier mais adéquat dans le désert », sans saisir que c'était justement cette grossièreté qui le rendait redoutablement efficace. Cette cécité tenait en partie à la technologie elle-même. La photographie aérienne allemande de 1942 était d'une qualité exceptionnelle, optique Zeiss, film professionnel, interprète hautement qualifié. Mais cette même excellence créait une vulnérabilité subtile. Elle rendait les analystes trop confiants dans la fiabilité de ce qu'ils voyaient incapables d'imaginer que le désordre apparent puisse être intentionnel. Les interprètes photos étaient formés pour identifier les véhicules d'après leurs caractéristiques techniques, dimensions, profils d'ombre et traits distinctifs. Le camouflage britannique ciblait spécifiquement ces méthodes d'identification, en modifiant les dimensions apparentes, en éliminant les ombres caractéristiques et en ajoutant des éléments ennuyeux qui déclencheraient une réaction du type « pas la peine d'analyser davantage ». Mais l'échec allemand était plus profond, il tenait à la philosophie. La doctrine allemande postulait que le matériel militaire devait être visible comme tel, organisé standardisé, exécuté professionnellement. Le camouflage improvisé britannique lui avait l'air civil, chaotique, presque amateur. Les interprètes allemands lisaient cette apparence amateur, comme la preuve que les Britanniques ne maîtrisaient pas vraiment le camouflage, qu'il s'agissait d'expédients de fortune, plutôt que d'équipements militaires adaptés. Ce jugement était techniquement exact, mais stratégiquement erroné. Les expédients fonctionnaient mieux que l'équipement correct, précisément parce qu'ils ressemblaient à des expédients. La leçon dépasse le seul domaine du camouflage pour toucher à la philosophie de conception. Faut-il optimiser pour des tests contrôlés ou pour un déploiement chaotique? Le matériel allemand des chars aux avions, en passant par les filets de camouflage, était typiquement optimisé pour la première option. Il excellait dans des conditions idéales, avec maintenance appropriée, matériaux conformes et opérateurs formés respectant les procédures. Le matériel britannique était optimisé pour la seconde. Il fonctionnait suffisamment bien, dans des conditions déplorables, grâce à des réparations improvisées, des carburants non conformes et des soldats exténués qui faisaient ce qu'il fallait pour que ça tienne. Aucune des deux approches n'est intrinsèquement supérieure. Elles répondent à deux définitions différentes de ce que signifie « fonctionner ». Des Panzer IV allemands, entretenus et approvisionnés avec munitions d'usine, pouvaient battre des Sherman en duel frontal, mais des équipages de Sherman savaient garder leurs engins en service avec des pièces de récupération du carburant en dehors des spécifications et des réparations improvisées qui épouvantaient les ingénieurs allemands. Les filets allemands se présentaient mieux lors d'inspections et photographiaient proprement pour les manuels d'entraînement. Les véhicules britanniques, couverts de pattes de sable, paraissaient rugueux et bruts, mais trompaient la reconnaissance qui comptait vraiment. Dans la guerre du désert, où les lignes d'approvisionnement s'étendaient sur des milliers de kilomètres, où les tempêtes de sable ruinaient l'équipement de précision et où les pièces de rechange mettaient des mois à arriver, la philosophie de conception adaptée au chaos s'avéra plus utile que celle optimisée pour la perfection. Le camouflage rendait ce principe visible de la façon la plus littérale des soldats britanniques, recouvrant des chars coûteux de grillages agricoles et de pattes de sable, générant des leurres qui battaient systématiquement une reconnaissance ennemie sophistiquée, alors que leurs adversaires déployaient des systèmes testés scientifiquement, professionnellement fabriqués, mais incapables de résister aux conditions réelles. Il ne s'agissait pas d'un triomphe de l'anti-intellectualisme sur l'expertise, mais d'une autre forme d'expertise, l'art de faire fonctionner.
les choses dans des conditions épouvantables plutôt que celle de les faire marcher dans des conditions contrôlées. Or, en guerre, ce sont les conditions contrôlées que vous essayez d'imposer à vous-même, tout en les niant à l'ennemi. Un équipement qui ne fonctionne qu'après que vous ayez déjà gagné la bataille des conditions contrôlées ne vous aide pas vraiment à gagner cette bataille. Ce qui compte, c'est l'équipement qui fonctionne, alors que les conditions sont encore totalement chaotiques, qui tient durant la panique, la confusion et le hasard qui définissent le combat réel. C'est cet équipement qui finit par déterminer qui pourra imposer des conditions contrôlées. Les soldats britanniques, qui recouvraient leurs camions et leurs chars de sable et de grillage, ne rejetaient pas le professionnalisme militaire. Ils incarnaient une autre forme de professionnalisme, la conscience que les champs de bataille récompensent ce qui marche dans le chaos plutôt que ce qui a l'air bien au calme. Leur camouflage improvisé rugueux, jamais standardisé, trompait constamment un ennemi dont les systèmes professionnels s'attendaient à une opposition professionnelle. Cette attente fut leur vulnérabilité. L'exploité n'exigeait pas plus de sophistication que du sable du grillage à poules, et le génie de soldat qui avait compris que parfois, avoir l'air amateur est la chose la plus professionnelle que l'on puisse faire.